Imagine un vaste territoire où les vents balaient les steppes qui semblent interminables, entreprenant un voyage sans fin. Dans ce scénario, j'entends les échos des chevaux au galop et des guerriers nomades. Émerge une force puissante et indomptable qui en peu de temps se transforme. Aujourd'hui, nous explorerons l'un des plus grands empires de l'histoire, les Géturks, dans l'un des plus grands empires de l'histoire. Comment cette communauté s'est transformée en un empire militaire, contrôlant des routes commerciales vitales. As-tu déjà pensé à comment une tribu oubliée est sortie de l'ombre pour renaître? Veux-tu fonder le premier vaste empire turcique? L'histoire ne commence pas avec des guerriers ou des héros, conquêtes, mais avec un jeune survivant et une louve légendaire connue sous le nom d'Ashina. Cette légende n'est pas simplement une histoire de survie, mais aussi le fondement même d'une civilisation qui a donné naissance à une autre civilisation, transformerait l'histoire de manières inconcevables. Selon la légende, après une invasion dévastatrice, un seul enfant turcique a réussi à survivre à l'invasion et le meurtre de son clan. Blessé et désespéré, il trouva refuge auprès d'une louve qui non seulement l'accueillit, mais l'adopta également. S'occupa, mais il a également donné naissance à une lignée descendante connue sous le nom d'Ashina. Cette légende n'est pas simplement un récit de survie. Elle représente l'émergence d'une entité point identité, dans laquelle le loup est devenu un emblème constant de force et de persévérance parmi les Turcs. La profondeur du symbolisme de cette légende est remarquable. Le loup n'était pas seulement un animal, il symbolisait l'humanité. Tengri, le dieu céleste, était chargé de diriger et de sauvegarder le peuple turcique. Ce mythe a donné naissance à l'origine du mythe clan Ashina, qui par la suite dirigerait la tribu dans l'établissement du premier empire turcique. Par conséquent, la légende n'a pas seulement eu un impact sur la structure sociale, mais a également façonné la spiritualité les convictions des Gökturks, mettant en évidence le lien intime entre la mythologie et l'autorité. La légende d'Ashina représente l'émergence du premier empire turcique des cendres de l'ancienne civilisation, groupe dispersé et soumis. Cette narration grandiose, dans laquelle le surnaturel et l'historique s'entrecroisent, ont établi le contexte pour l'émergence de l'une des plus importantes puissances d'Asie centrale. D'un clan isolé et dispersé, les Gökturks se sont regroupés sous la bannière de la Turquie, point d'une entité novatrice et puissante, modifiant de manière définitive le cours de l'histoire dans la région. Mais comment cette ligne légendaire est-elle devenue un pouvoir authentique? La réponse se trouve dans ce qui suit. L'histoire de deux frères, habiles en politique et militairement, qui ont dirigé leur propre peuple tribu dans une insurrection contre les féodaux qui les subjuguaient. Cette insurrection ne s'est pas limitée à être une insurrection. Elle a été le feu qui a propulsé la formation d'un nouvel empire, un empire qui s'est étendu. Elle couvrira de grands territoires et défiera l'autorité de nations consolidées comme la Chine et la Perse. Ses frères, dirigeants du clan Ashina, comprirent que pour subsister et prospérer, il était essentiel de survivre et de prospérer, requiert plus que simplement de la force brute. Ils ont développé le pouvoir caché dans les steppes, convoquant des hommes et des femmes pour leur cause. C'était une révolution qui a démantelé les liens de la subjugation, non seulement pour sa tribu, mais pour toutes les tribus turques qui appartiennent à la même tribu. Ils parlaient la même langue et avaient des traditions similaires. En Santeki, un bref laps de temps, les Ashina ont dirigé une coalition qui a constitué un empire turcique des siècles avant les célèbres personnages domaines ottomans et seldjoukides. Son leadership se distinguait par son habileté diplomatique et militaire. Ils n'ont pas seulement combattu des batailles, ils ont établi des alliances, contrôlé le paysage politique et surpassé les adversaires, et ces adversaires avec des tactiques ingénieuses. Sous sa direction,
Les Gökturks ne se sont pas seulement émancipés du contrôle de leurs féodaux, mais ont également unifié d'autres tribus turques, groupées sous une seule bannière. Cela marqua le début de l'Empire Gökturk, une puissance qui transformerait l'équilibre des forces en Asie centrale et au-delà. Alors qu'ils consolidaient leur domination sur les steppes, les Gökturks ont démontré leur habileté dans l'art de la diplomatie, établissant des liens tant avec leurs voisins proches qu'avec leurs voisins éloignés, comme avec des nations plus lointaines. Ils comprirent que pour préserver leur autonomie et étendre leur influence, ils avaient besoin à la fois d'épées et de mots. Ainsi, leur empire s'est étendu. Elle s'est rapidement étendue, consolidant un territoire allant de la Mandchourie à l'est jusqu'à la péninsule de Crimée à l'ouest. Les Gökturks, grâce à leur capacité de mouvement rapide et à la détermination du vent, ont conquis des territoires vastes et variés, vainquant leurs adversaires par un mélange point exclusif de compétences militaires et de ruses dans le domaine diplomatique. Les Gökturks ne se limitaient pas à être un groupe de guerriers en quête de territoire. Ils constituaient une force imparable qui comprenait profondément les dynamiques de pouvoir dans les steppes. Voilà capacité à se déplacer rapidement, en utilisant l'immense étendue des steppes, leur a facilité l'attaque de leurs adversaires avant que ceux-ci ne puissent établir une défense efficace. Cette mobilité ne les mettait pas seulement en danger, mais ils étaient également respectés par les puissances voisines. Chaque incursion, chaque combat était calculé avec précision, garantissant que l'expansion de l'Empire se poursuivrait. Empire à la fois stratégique et durable. À mesure que l'Empire s'étendait, les Gökturks ont démontré leur capacité à s'adapter. Ils ne se sont pas contentés de prendre et de dominer les communautés sous leur contrôle. Au contraire, ils se sont concentrés sur la conquête et la soumission des communautés sous leur contrôle. Transformation, ils ont essayé de les incorporer dans leur empire en expansion. Cette intégration n'était pas simplement forcée, mais reposait souvent sur des alliances et des accords qui favorisaient les deux parties. Les Gökturks comprirent que pour préserver un empire aussi vaste, ils avaient besoin de plus que de pouvoir. Ils avaient besoin de la collaboration des différentes tribus et régions qui étaient désormais sous leur contrôle. Son domaine. L'expansion leur a également offert la possibilité de gérer des routes commerciales vitales, comme la route de la soie, qui reliait l'Est à l'Ouest. En gérant ces routes, les Gökturks ne contrôlent pas seulement ces routes, garantissent un flux ininterrompu de richesses, en plus d'établir un lien culturel entre diverses civilisations. Cet échange culturel a apporté autant de bénéfices aux Gökturks qu'à leur culture, comme aux communautés qu'ils contrôlaient, générant un empire qui ne possédait pas seulement un pouvoir militaire, mais aussi une culture vibrante et variée. Cependant, l'expansion n'a pas été sans obstacle. Chaque territoire nouvellement conquis nécessitait une stratégie différente pour sa gestion et sa protection. Les Gökturks ont fait face à l'invasion de la République de Gökturk, un besoin continu de modifier leur stratégie et perspectives, en préservant l'unité interne tout en élargissant leurs limites. Cette combinaison de mobilité, de capacité d'adaptation et de la diplomatie fut l'outil qui permit aux Gökturks non seulement de bâtir, mais aussi de maintenir un empire s'étendant sur des milliers de kilomètres à travers l'Eurasie. Alliance et mariage. Le rôle de la diplomatie dans la consolidation de l'empire. La croissance territoriale des Gökturks ne se limita pas à la conquête militaire. Un élément essentiel de leur triomphe résidait dans leur capacité à établir des alliances stratégiques. Comment les Gökturks ont-ils réussi à préserver l'union d'un empire si vaste et varié? La solution réside dans leur emploi efficace de la diplomatie, notamment par le biais d'alliances et d'unions dynastiques qui garantissaient la fidélité des alliés fondamentaux et la stabilité de leurs frontières. Les Gökturks comprenaient que pour préserver leur empire, ils avaient besoin de plus qu'une puissante force militaire. Ils avaient besoin d'alliés. Pour atteindre cet objectif, ils ont tenté de former des alliances de manière active avec
des puissances régionales telles que l'Empire byzantin et la Perse sassanide. Ces alliances non seulement fournissaient un soutien militaire en moments cruciaux, mais garantissaient également que leurs adversaires soient isolés sur le plan diplomatique. Les Gökturks ont utilisé les mariages dynastiques comme un instrument essentiel pour établir ces accords, liant leurs familles en tant que dirigeants aux élites d'autres royaumes et garantissant la paix par des liens familiaux. La situation de l'alliance avec l'Empire byzantin est particulièrement exemplaire. Au lieu de considérer Byzance comme un adversaire, les Gökturks ont valorisé l'importance de maintenir un lien amical avec cette puissante entité à leurs frontières occidentales. Grâce à des ambassades et des accords méticuleusement négociés, ils réussirent à instaurer une relation mutuellement bénéfique qui non seulement renforça leur position en Asie centrale, mais leur donna également accès à des ressources et des technologies occidentales qui autrement leur auraient été inaccessibles. En revanche, leur lien avec la Perse était plus complexe et changeant. Parfois, les Gökturks collaboraient avec les Perses, tandis qu'à d'autres moments, ils avaient un affrontement direct. Cependant, même pendant le conflit, les Gökturks ont montré une remarquable habileté à utiliser la diplomatie à leur avantage. Au lieu de viser une victoire totale sur la Perse, ils choisissaient souvent des accords qui leur permettaient de maintenir le contrôle sur les routes commerciales essentielles sans subir les coups dévastateurs d'une guerre prolongée. Enfin, ces unions et mariages ont non seulement garanti la stabilité de l'Empire dans sa croissance, mais ont également contribué à son incorporation culturelle. Les relations entre les cours Gökturks et leurs alliés ont apporté de nouvelles idées, technologies et coutumes culturelles qui ont dynamisé la vie à l'intérieur de l'Empire. Cette capacité à établir un réseau de liens diplomatiques soutenant leur croissance militaire est ce qui a permis aux Gökturks non seulement de conquérir, mais aussi de préserver et de gérer l'un des empires les plus vastes et durables de l'histoire de l'Eurasie. La route de la soie, commerce et culture comme instrument de pouvoir. La route de la soie, commerce et culture comme instrument de pouvoir. Le noyau du pouvoir des Gökturks résidait dans leur contrôle sur l'une des routes commerciales les plus importantes du monde ancien, la route de la soie. Comment cet empire nomade a-t-il réussi à utiliser un vaste réseau commercial pour renforcer son autorité et élargir son impact? La solution réside dans la capacité des Gökturks à comprendre que le commerce ne représentait pas seulement une source de richesse, mais aussi un outil pour lier les cultures et consolider leur place sur la scène mondiale. La route de la soie n'était pas seulement une voie de transport pour les biens, elle constituait un réseau complexe qui unissait l'Orient et l'Occident, facilitant l'échange de produits, d'idées et de technologies à travers des milliers de kilomètres. En prenant le contrôle des sections fondamentales de cette route, les Gökturks se sont établis comme les gardiens d'une cité, point courtier de commerce essentiel. Cette position stratégique ne leur a pas seulement offert l'opportunité de réaliser des bénéfices économiquement, mais leur a également accordé un pouvoir diplomatique considérable, étant donné que les puissances voisines, de la Chine à Byzance, dépendaient de leur accès à cette route. La domination de la route de la soie a facilité aux Gökturks l'accumulation d'une immense richesse, provenant non seulement des impôts et des taxes imposées aux commerçants, mais aussi des tributs et des frais imposés aux voyageurs. De l'échange direct de biens précieux comme la soie, les épices et les métaux précieux. Cependant, au-delà de l'abondance matérielle, la route de la soie a également constitué un chemin pour l'échange culturel. Par son intermédiaire, des concepts religieux et des technologies ont pénétré dans l'Empire, et des progrès scientifiques que les Gökturks ont réussi à incorporer et à adapter à leur propre mode de vie. Contexte, renforçant ainsi sa force militaire et son union sociale. Cet échange culturel représentait l'un des piliers les plus forts des Gökturks. Au lieu d'être une civilisation isolée, leur contrôle sur la route de la soie leur a facilité l'interaction avec d'autres civilisations. Une variété de cultures, des Chinois aux Persans et des indigènes aux Européens, englobant une variété de cultures.
médiévale. Cette fusion de cultures dans l'Empire a généré un environnement où les idées créatives pouvaient émerger, favorisant des progrès dans des domaines tels que la technologie, l'art et la gestion. Les Gökturks n'ont pas seulement extrait ce dont ils avaient besoin de ces cultures, mais ils ont également adopté ce dont ils avaient besoin de ces mêmes cultures. Non seulement ils ont contribué au commerce mondial, en exportant leur propre culture et événements à travers la route de la soie. La domination de la route de la soie a également eu un effet notable sur la politique étrangère des Gökturks. Grâce à la diplomatie commerciale, ils ont réussi à établir des liens avec des entités commerciales, peu à puissance lointaine, utilisant le commerce comme un outil pour préserver la paix et construire la société en collaboration stratégique. La capacité des Gökturks à conclure des accords commerciaux avantageux avec leurs voisins, tout en maintenant le contrôle des routes commerciales, leur a procuré un avantage significatif dans la politique mondiale. Cette maîtrise du commerce leur a facilité cette tâche. Avoir de l'influence sur les affaires d'autres empires, de la Chine à Byzance, sans nécessiter l'intervention d'autres empires, utiliser la guerre. La route de la soie n'a pas seulement représenté une source de richesse pour les Gökturks, elle a également été un instrument de pouvoir qui leur a facilité la construction d'un empire qui n'avait pas seulement un caractère militaire. Formidable, sino también diverso culturalmente y floreciente económicamente. Su destreza, su competencia para dominar y aprovechar este camino comercial vital fue uno de los factores determinantes de su triunfo y dejó un legado perdurable en la historia de Eurasia. Retos de la expansión, innovación en la administración para dirigir un imperio ampliado, desafíos de la expansión. Innovación en la gestión para administrar un imperio ampliado. La rápida y amplia expansión del imperio Gökturk no solo aportó gloria y poder, sino también retos considerables. Conforme los Gökturks ampliaban su dominio sobre extensas áreas, desde las montañas del Altai hasta las fronteras de Bizancio, se encontraron con la urgente necesidad de gestionar eficazmente un territorio tan extenso, tan variado y amplio. ¿De qué manera un imperio nómada consiguió ajustarse a las dificultades de administrar un territorio tan extenso? La solución reside en la innovación en la gestión y la adaptabilidad que los Gökturks exhibieron al dirigir su imperio. Uno de los retos más grandes a los que se enfrentaron fue preservar la unidad entre las distintas tribus y áreas bajo su dominio. En contraste con las civilizaciones agrícolas, los Gökturks no practicaban la agricultura. Poseían una capital estable desde la que pudieran ejercer su gobierno, lo que exigía un enfoque más específico, descentralización de la gestión. Para vencer este reto, crearon un sistema de gobierno fundamentado en la colaboración y la fidelidad recíproca entre las distintas tribus túrquicas. Cada tribu conservaba un nivel significativo de autonomía, lo que les brindaba la posibilidad de ejercer su autonomía. Gestionar sus propias cuestiones internas siempre que se mantengan fieles al Kagán Göktürk y aportaran a la prosperidad global del imperio. No obstante, esta estructura descentralizada no implicaba que los Gökturks no tuvieran un control central. El Kagán y su corte, que se desplazaban en paralelo al núcleo de la horda nómada, diseñaron un sistema de comunicación eficaz a través de las rutas principales del territorio imperio, garantizando una rápida transmisión de las órdenes y la movilización de los recursos cuando sea requerido. Adicionalmente, se establecieron cargos de liderazgo regionales, en los que gobernadores locales supervisaban las zonas críticas del imperio, desempeñando roles de liderazgo, como mediadores entre las tribus locales y el Kagán. El rasgo más destacado de la gestión Göktürk fue su capacidad de adaptación. Los Gökturks comprendieron que no tenían la capacidad de administrar todas las regiones de forma uniforme.
Las estepas desplegadas, las cordilleras del Altai y las ciudades fortificadas en las fronteras necesitaban distintos métodos de gobernación. En las zonas nómadas, la fidelidad y el respeto eran los pilares fundamentales. Fundamento del control, en contraste con las zonas más urbanizadas, adoptaron estrategias administrativas más formales, incorporando a las élites locales en la estructura de poder del imperio. Esta adaptabilidad les facilitó conservar el dominio sobre un imperio tan variado y diversificado, disminuir las oportunidades de insurrección. No obstante, la gestión del imperio no estuvo libre de conflictos. Conforme el imperio se expandía, las tensiones sobre los recursos se incrementaban, lo que ocasionalmente generaba conflictos entre las distintas tribus y áreas geográficas. El Kagán y su consejo tenían la tarea de balancear meticulosamente las exigencias de las distintas secciones del imperio, garantizando que todo estuviera en orden, ninguna experimentara sensación de desamparo o explotación. Para preservar la paz interna, los Gökturks frecuentemente apelaban a premios generosos y a la valoración de las aportaciones de las tribus más fieles, lo que fomentaba la unión y la solidez. Pese a estos retos, la capacidad de los Gökturks para innovar y ajustarse les facilitó la gestión de uno de los imperios más extensos y variados de la historia. Su método adaptable y pragmático de gestión no solo garantizó la estabilidad del imperio durante su crecimiento, sino que también definió un modelo de gobierno que impactaría en las futuras generaciones. Posteriores civilizaciones nómadas. La habilidad de los Gökturks para preservar la unidad es una de sus características. En la diversidad, continúa siendo uno de los elementos más elogiosos y analizados de su herencia. L'expansion de l'Empire Gökturk, ils ne rencontrèrent pas seulement des tribus nomades et des territoires insurgés, mais aussi les principales puissances de cette époque, la Chine, la Perse et les Byzantins, Perse et Alexandrie. La diplomatie et la guerre se sont transformées en instruments fondamentaux pour renforcer leur autorité. Les Gökturks, dirigés par le clan Ashina, ont exhibé une caractéristique unique des Gökturks: capacité extraordinaire à gérer l'intriqué réseau d'alliances, de rivalités et de rivalités. Lutte qui établissait la politique mondiale en Asie et en Europe. Les relations avec les Chinois étaient particulièrement complexes. Les Gökturks avaient une vaste frontière avec les dynasties chinoises, ce qui a sans aucun doute déclenché une série d'événements, conflits et associations changeants. D'une part, les Gökturks ont agi comme partenaires des Wei, contre les Rouran, et par la suite comme adversaires mortels d'autres dynasties chinoises. Grâce à la diplomatie, ils ont réussi à maintenir un statut d'autorité, oscillant entre être les défenseurs des frontières chinoises et leurs adversaires les plus acharnés. C'est la relation ambivalente leur a non seulement facilité la défense de leur territoire, mais aussi l'expansion de leur influence vers l'est de l'Asie. Aussi avec la Perse, les Gökturks ont joué un rôle astucieux, à l'apogée de l'Empire. Sassanides, les Gökturks se retrouvèrent plongés dans les intrigues politiques du Moyen-Orient. Ils ont créé un pacte avec Byzance, l'adversaire constant de la Perse, dans une tentative de l'affaiblir, les Perses, et garantir la domination sur les principales routes commerciales, comme la route de la soie. Cette association, bien que pragmatique, au départ, s'est transformée en un pilier fondamental de la stratégie extérieure des Gökturks, leur permettant d'exercer une pression sur les Perses et d'élargir leur portée. Répercussions vers l'ouest. La négociation avec Byzance était également stratégique. Les Gökturks comprirent que pour renforcer leur domination, ils avaient besoin d'un allié solide à l'ouest, et Byzance, dans leur bataille, constamment contre la Perse, nécessitait un soutien de l'Est. La diplomatie entre les deux empires était avancée,
fondée sur l'échange d'ambassades, les mariages dynastiques et les pactes.de négocios. Cette relation s'est révélée avantageuse pour les deux parties, permettant aux Gökturks d'instaurer une société. Présence en Europe de l'Est, tout en préservant l'équilibre des pouvoirs en Asie centrale. Cependant, ces relations diplomatiques ne sont pas toujours restées pacifiques. Il y eut de multiples campagnes militaires qui établirent les relations entre les Gökturks et ces nations. Des combats dans les steppes contre les Chinois, au conflit avec les Perses en Transoxiane, les Gökturks ont prouvé être une formidable armée de guerriers et de stratèges, diplomates, avec la capacité d'employer la force quand cela était nécessaire et la diplomatie quand cela était requis. Agréable, la capacité des Gökturks à gérer ces relations complexes a garanti leur place comme l'une des puissances les plus influentes de leur époque. Non seulement leur héritage diplomatique et militaire a renforcé leur empire, mais il a également laissé un impact durable sur l'histoire des relations internationales en Eurasie. Cependant, qu'est-ce qui maintenait cet empire nomade au-delà des conquêtes et du pouvoir diplomatique? La solution se trouve dans leur intense spiritualité, axée sur Tengri, le dieu céleste, et sur une variété de convictions et de coutumes, qui liaient les tribus turques sous une même identité culturelle. Tengri ne représentait pas seulement une divinité, il constituait le pilier d'une philosophie de vie qui orientait tant les dirigeants que la population dans leur routine quotidienne et dans leurs choix politiques. Le tengrisme, la foi autochtone, des communautés turques reposaient sur la croyance que le ciel, la terre et toutes les formes de vie étaient liées. Tengri, le dieu céleste, était perçu comme la figure de la femme suprématie qui conférait autorité et légitimité aux dirigeants Gökturks. Cette foi n'était pas dogmatique. Il n'existait ni temple ni texte sacré, mais elle se fondait sur la contemplation de la nature et le respect des esprits des ancêtres. Pour les individus qui vivent aux États-Unis, l'équilibre dans leur société était fondamental pour les Gökturks qui vivaient en harmonie avec la nature et les forces spirituelles. Le tengrisme a également eu un impact significatif sur la configuration sociale et politique des Gökturks. Le Khagan, ou chef suprême, était perçu comme un individu divinement choisi par Tengri, et son triomphe dans les domaines gouvernemental et militaire était interprété comme un signe de faveur divine. Les décisions importantes, des conflits, militaires aux alliances, étaient fréquemment prises dans le contexte des guerres, interaction avec les chamans, qui agissaient comme médiateurs entre le monde terrestre et le monde spirituel. Ces chamans ne se contentaient pas d'effectuer des cérémonies pour invoquer la protection de Tengri, mais conseillaient également le Khagan sur les affaires de l'État, garantissant que ses biens soient protégés. Les décisions sont en harmonie avec les forces cosmiques. De plus, la spiritualité gökturque maintenait une profonde connexion avec leur vie nomade. La nature, caractérisée par ses grandes steppes, montagnes et ciels dégagés, était perçue comme un miroir du monde spirituel. Les Gökturks résidaient dans des yourtes, des tentes portables qui pouvaient être démontées et transportées facilement, ce qui représentait leur lien avec la terre et leur culture. Dépend du firmament. Les cérémonies religieuses se déroulaient dans des sites naturels sacrés, tels que des montagnes et des rivières, où les Gökturks percevaient que la barrière entre le monde humain et le monde sacré était plus fine. La religion a également joué un rôle fondamental dans l'unification de l'Empire. Malgré la variété des tribus et des territoires qu'il contrôlait, le tengrisme a fourni un contexte partagé, établissait l'union des Gökturks. Cette compréhension commune de la spiritualité et du destin a contribué à préserver l'unité de l'Empire, même en période d'adversité. Au fil des siècles, malgré le fait que le tengrisme a finalement été falsifié par d'autres croyances comme l'islam, son impact a été notable, a perduré, laissant un impact indélébile sur la culture et les coutumes des communautés turciques.
L'existence des Gökturks était fortement liée à leur héritage nomade. En contraste avec les civilisations agricoles de leurs voisins chinois ou perses, les Gökturks ne pratiquaient pas l'agriculture. Ils habitaient dans des cités fortifiées ou sur des terres cultivées, mais dans les vastes steppes qui s'étendaient de l'Asie centrale à l'Europe de l'Est. Non seulement ce mode de vie nomade est bénéfique pour ce style de vie, modelait non seulement son économie, mais aussi son organisation sociale et sa manière d'interagir avec l'univers. Les Gökturks résidaient dans la yourte, une tente circulaire fabriquée en bois et en feutre. Ces habitations avaient la facilité d'être démontées et transportées, facilitant ainsi le déplacement des tribus.se déplacées à travers les saisons à la recherche de pâturages frais pour leur bétail. Le gain, qu'elle se composait de chevaux, de moutons et de chameaux, constituant la base de l'économie gökturque. Elle offrait de la nourriture, des vêtements et des moyens de transport, en plus d'être une source de richesse et de renommée. Les troupeaux non seulement sustentaient les familles, mais ils étaient également utilisés comme ressources alimentaires, monnaie dans le domaine commercial et comme cadeau lors des cérémonies de mariage. La mobilité était fondamentale dans l'existence des Gökturks. Cette capacité à se déplacer sans restriction à travers les grandes steppes leur procurait un avantage stratégique tant dans les conflits militaires que dans le domaine du travail. Affaires. Les Gökturks contrôlaient des routes commerciales de grande importance, parmi lesquelles la route de la soie qui reliait l'Est à l'Ouest. Avec ces routes, on ne commerçait pas seulement des marchandises ressources, telles que la soie, les épices et les métaux précieux, ainsi que des concepts et des technologies. Ce réseau commercial a contribué à la prospérité et à la puissance de l'Empire, transformant les Gökturks en une puissante puissance économique dans la région. Dans la civilisation gökturque, la structure sociale se caractérisait par un sentiment de communauté et de responsabilité collective. Depuis le pastoralisme jusqu'aux incursions militaires, les décisions importantes étaient prises lors de conseils d'anciens et de chefs de tribus. Bien que le Khagan possédât l'autorité suprême, les résolutions étaient adoptées en accord avec les chefs tribaux, assurant ainsi que les différentes tribus et clans aient une représentation dans le gouvernement du Khagan. Domination. Ce modèle de gouvernement participatif a contribué à préserver l'union de l'Empire, malgré la variété des tribus qu'il avait sous son contrôle. La vie nomade favorisait également un profond sentiment d'équité entre les hommes et les femmes, de Gökturk. En contraste avec de nombreuses autres sociétés de l'époque, où les femmes étaient reléguées à des rôles secondaires, les femmes Gökturk jouaient un rôle vital dans la vie politique et économique. Elles participaient aux résolutions du Conseil, géraient le bétail et parfois dirigeaient même leur tribu lors des conflits militaires. Ces légalités représentaient l'exigence pratique d'utiliser toutes les compétences existantes dans une communauté dans laquelle la subsistance reposait sur la collaboration et l'unité. À une époque où la plupart des civilisations reléguaient les femmes à une position secondaire, les femmes étaient cantonnées à un rôle secondaire. Dans un contexte secondaire, les Gökturks se distinguaient par le rôle accordé aux femmes dans leur communauté. Le leadership et l'émancipation des femmes n'étaient pas uniquement des exceptions dans cette culture nomade, mais un standard qui étonnait les chroniqueurs des civilisations plus sédentaires, comme celle de la Chine et du Pérou. Dans la communauté gökturque, les femmes ne se contentent pas d'être des femmes. Non seulement ils partageaient le poids de la vie quotidienne, mais ils remplissaient également des fonctions vitales dans la diplomatie, conflits armés et gouvernement. Les femmes gökturques étaient considérées à bien des égards comme équivalentes aux hommes. Dès leur enfance, elles apprenaient à monter à cheval, à chasser et à protéger leur maison. Cette formation éducative leur donnait l'opportunité de s'impliquer activement dans les décisions du clan et parfois de les diriger visites militaires. Il n'était pas rare qu'une femme prenne les rênes de sa tribu si son mari n'était pas présent ou s'il décédait.
Ce niveau d'indépendance et d'autorité n'était pas habituel dans les civilisations modernes et représentait le pragmatisme d'une société qui privilégiait la compétence et la rivalité au-dessus du sexe. De plus, les femmes gökturks jouaient un rôle vital dans le domaine diplomatique. Les unions dynastiques étaient un instrument essentiel pour établir des alliances et préserver la paix entre diverses tribus et nations. Fréquemment, les princesses gökturks étaient envoyées épouser des chefs étrangers, non seulement en tant qu'épouses, mais aussi en tant qu'ambassadrices de leur nation. Ces femmes portaient non seulement leurs traditions et usages, mais aussi leur impact et leur influence dans les sphères politiques de sa famille. Grâce à ces mariages, les femmes gökturks collaboraient à la confection de tissus, un réseau d'alliés qui maintiendrait l'empire. L'autorité et le respect dont jouissaient les femmes dans la société gökturk se manifestaient également dans leur rôle au sein de la famille. Les mères jouaient le rôle de gardiennes de la culture et de la civilisation, les traditions, transmettant le savoir et les traditions d'une génération à l'autre. De plus, dans un contexte où la survie reposait sur l'union et la collaboration, les femmes jouaient un rôle crucial dans la gestion du foyer et l'éducation des enfants, préparant les générations futures à prendre leur place dans la société. Une communauté d'origine nomade. Cette perspective inclusive et juste envers le genre n'est pas passée inaperçue aux yeux des observateurs internationaux. Par exemple, les chroniqueurs chinois s'étonnaient souvent de la liberté et du respect dont jouissaient les femmes turques, et bien qu'ils le faisaient parfois. Ils trouvaient cela étrange ou même comique, mais ils ne pouvaient pas réfuter l'effet bénéfique qu'il avait sur la société, la solidité et la puissance de l'empire gökturk. Alors que l'empire gökturk atteignait son apogée, de nouvelles puissances commençaient également à émerger. Les fissures internes pourraient éventuellement l'affaiblir de l'intérieur. Les larges amplitudes du empire, qui s'étendaient des sommets de l'Altaï jusqu'aux limites de Byzance. Ils avaient besoin d'un contrôle solide et d'une gestion efficace. Cependant, les tensions entre les différentes branches de la noblesse gökturk et les défis de l'administration d'un territoire sont constants. Si étendus, ils ont commencé à en payer le prix. L'un des éléments fondamentaux qui ont provoqué les conflits internes était la question de la succession. À mesure que les dirigeants gökturks vieillissaient, la question de qui prendrait la direction après leur décès devenait de plus en plus discutée. L'absence d'un système de contrôle, la claire succession, a provoqué des conflits entre les membres de la famille Ashina et d'autres dirigeants ethniques. Ces disputes se transformaient fréquemment en affrontements ouverts, érodant l'union de l'empire et générant des divisions que ses adversaires ne tardèrent pas à exploiter. À part les conflits de succession, l'empire gökturk a également dû faire face à des défis, sa rapide expansion. La gestion de territoires si variés et éloignés, non seulement il avait besoin d'une autorité centrale robuste, mais aussi de la collaboration de ceux-ci, leaders de la région. Cependant, à mesure que le pouvoir du Khagan central diminuait, les chefs régionaux ont commencé à se comporter de manière plus autonome, affaiblissant l'autorité de l'autorité centrale. Cette décentralisation de l'autorité a favorisé l'apparition de factions et compétiteurs et la division de l'empire. Les batailles pour l'autorité se sont également intensifiées en raison de la pression extérieure. Les adversaires de l'Empire, tels que les Chinois et les Perses, n'ont pas hésité à tirer profit des richesses de l'Empire. Divisions internes des gökturks dans le but de miner leur domination sur les routes commerciales et les territoires des gökturks, territoires fondamentaux. Les intrigues diplomatiques et les alliances variables se sont transformées en un très constant de la politique régionale et les gökturks se sont retrouvés enchevêtrés dans un réseau de plus en plus dense de conflits internes et externes. Ces séparations internes ont favorisé l'effondrement de l'empire gökturk, bien qu'ils aient réussi à préserver leur autonomie et leur autorité pendant plusieurs siècles. Les batailles persistantes pour l'indépendance ont continué pendant plusieurs siècles.
Un pouvoir uni à la pression des adversaires externes ont provoqué l'effondrement de l'Empire et sa chute, la division de son territoire en entités politiques de moindre envergure. Cette période de crise et de division marqua la fin de l'âge d'or des Gökturks et prépara le terrain pour l'émergence de nouvelles puissances dans la région. Les fissures internes pourraient éventuellement l'affaiblir de l'intérieur. Les larges amplitudes du Empire, qui s'étendaient des sommets de l'Altaï jusqu'aux limites de Byzance, ils avaient besoin d'un contrôle solide et d'une gestion efficace. Cependant, les tensions entre les différentes branches de la noblesse gökturque et les défis de l'administration d'un territoire sont constants. L'un des éléments les plus durables du patrimoine gökturque est sa langue et sa forme d'écriture. Ils est l'un des éléments fondamentaux qui ont provoqué les conflits internes était la question de la succession. À mesure que les dirigeants gökturks vieillissaient, la question de qui prendrait la direction après leur décès devenait de plus en plus discutée. L'absence d'un système de contrôle, la claire succession, a provoqué des conflits entre les membres de la famille Ashina et d'autres dirigeants ethniques. Ces disputes se transformaient fréquemment en affrontements ouverts, érodant l'union de l'Empire et générant des divisions que ses adversaires ne tardèrent pas à exploiter. À part les conflits de succession, l'Empire gökturk a également dû faire face à des défis pointés sa rapide expansion. La gestion de territoires si variés et éloignés, non seulement il avait besoin d'une autorité centrale robuste, mais aussi de la collaboration de ceux-ci, leaders de la région. Cependant, à mesure que le pouvoir du Khagan central diminuait, les chefs régionaux ont commencé à se comporter de manière plus autonome, affaiblissant l'autorité l'autorité centrale. Cette décentralisation de l'autorité a favorisé l'apparition de factions. Les batailles pour l'autorité se sont également intensifiées en raison de la pression extérieure. Les adversaires de l'Empire, tels que les Chinois et les Perses, n'ont pas hésité à tirer profit des richesses de l'Empire. Division interne des Gökturks dans le but de miner leur domination sur les routes commerciales et les territoires des Gökturks. Un territoire fondamental. Les intrigues diplomatiques et les alliances variables se sont transformées en un trait constant de la politique régionale, et les Gökturks se sont retrouvés enchevêtrés dans un réseau de plus en plus dense de conflits internes et externes. Ces séparations internes ont favorisé l'effondrement de l'Empire gökturk. Bien qu'ils aient réussi à préserver leur autonomie et leur autorité pendant plusieurs siècles, les batailles persistantes pour l'indépendance ont continué pendant plusieurs siècles. Et pouvoirs unis à la pression des adversaires externes ont provoqué l'effondrement de l'Empire et sa chute, la division de son territoire en entités politiques de moindre envergure. Cette période de crise et de division marqua la fin de l'âge d'or des Gökturks et prépara le terrain pour l'émergence de nouvelles puissances dans la région. L'effondrement de l'Empire gökturk ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais il a été dû à une série d'événements qui ont progressivement affaibli sa force et son unité. Au fur et à mesure que nous avançons, les tensions internes et les pressions externes s'intensifiaient. L'Empire commençait à se désintégrer, laissant place à l'émergence de nouvelles puissances dans la région. L'un des éléments clés qui ont provoqué l'effondrement de l'Empire fut la pression incessante des dynasties chinoises. Pendant des siècles, les relations entre les Gökturks et les Turcs se sont intensifiées. La Chine oscilla entre l'union et la guerre ouverte. Cependant, les dynasties de Chine, en utilisant des techniques comme celle des Tang, ils ont finalement réussi à affaiblir les Gökturks grâce à une combinaison conflits armés directs, diplomatie de division et soutien à des groupes rivaux au sein de l'Empire. Les tactiques ont fragmenté l'unité gökturque et ont conduit à une série de défaites qui finalement érodèrent leur contrôle sur l'Asie centrale. Pendant ce temps, à l'ouest, l'émergence de nouvelles puissances comme le califat omeyyadé au Moyen-Orient a également défié le pouvoir des Gökturks.
À mesure que le califat s'étendait vers l'est, entra en conflit avec les territoires sous contrôle Gökturk, ce qui a entraîné une série d'affrontements militaires. Bien que les Gökturks aient réussi à maintenir leur indépendance, dans certains domaines, la pression combinée des nouvelles puissances émergentes a encore affaibli son contrôle sur ces vastes territoires. Internement, l'Empire s'est affaibli en raison du manque d'une autorité centrale forte. À mesure que les dirigeants Gökturks se battaient entre eux pour le contrôle, les régions périphériques de l'Empire ont commencé à agir avec plus d'indépendance. Cette décentralisation du pouvoir non seulement facilitait les incursions d'ennemis externes, mais provoquait également la séparation de nombreuses tribus et clans de l'Empire, affaiblissant encore plus sa cohésion. La chute de l'Empire Gökturk fut un processus graduel, marqué par la perte de territoire, la fragmentation interne et l'érosion de son pouvoir militaire et politique. Cependant, sa disparition ne marqua pas la fin de l'influence turcique dans la région. Des cendres de l'Empire sont apparues de nouvelles entités politiques et culturelles qui continueraient l'héritage des Gökturks, en l'adaptant aux circonstances changeantes du monde médiéval. En conclusion, la chute de l'Empire Gökturk n'a pas seulement marqué la fin d'un grand pouvoir nomade, mais aussi le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'Asie centrale. L'héritage des Gökturks continue de vivre dans les cultures, les langues et les traditions des peuples, une Turcique influant sur les civilisations qui suivraient de leurs pas et laissant une empreinte indélébile dans la histoire de l'humanité.